On ouvre d'ailleurs le premier débat de Sénat 360, c'est tout de suite. Et on vient donc d'en parler, c'est un texte qui avait pour ambition de pacifier les relations entre taxi et VTC après l'échec de la loi Thévenoud. Mais au final, il relance la polémique entre le gouvernement et les plateformes de réservation et les chauffeurs. Alors en commission, le Sénat a tenté de simplifier cette proposition de loi, mais cette nouvelle version est loin de faire l'unanimité. Pour comprendre les enjeux, 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Séverine Bourlier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Union nationale des taxis. Vous êtes plutôt favorable à cette proposition de loi. On va en parler dans un instant. Cyril Pellevat est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur Les Républicains de la Haute-Savoie. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Saya Baroun. Bonjour. Secrétaire générale du syndicat SCP VTC UNSA. Vous soutenez ce texte. On va également en parler. Et Yves Wesselberger. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Snapcar. C'est donc une plateforme de réservation de VTC. Et vous êtes contre justement cette proposition de loi qui a été présentée, il faut dire, comme une attaque en règle contre les VTC. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on rentre à peine dans l'application de la loi précédente. C'est-à-dire que ce quinquennat aura vu 2 lois en très très peu de temps. La loi Thévenoud, qui est la loi précédente qui s'applique aux VTC, est en application véritablement depuis cette année. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne pense pas qu'on légifère sous la pression. Cette loi fait suite à un mouvement de taxi qui a eu lieu en janvier-février. Et comme vous dites, elle est destinée à pacifier le secteur. Mais ce qu'on appelle pacifier le secteur, c'est calmer les taxis, puisque nous, on n'est pas spécialement excités. Donc, cette loi a été prise sous la pression de taxis qui avaient des demandes extrêmement fortes en matière d'atteinte à la capacité du secteur de se développer. Et je pense qu'elle atteint cet objectif, c'est-à-dire qu'elle va empêcher ce secteur de se développer en réduisant de manière trop importante le nombre de chauffeurs. Alors, une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit, Saya Baroun. Est-ce que vous... Parce qu'on sait un peu le sentiment qu'on peut avoir vu de l'extérieur, c'est que la régulation du secteur est impossible. On a entendu cette volonté de pacifier. Vous êtes accusé par Yves Wesselberger de finalement être à l'origine de cette proposition de loi. Tout allait bien avant. Est-ce que la cohabitation est impossible entre VTC et taxi? La cohabitation entre taxi et VTC existait avant. Oui. À l'arrivée des plateformes, tout se passait bien. Et lorsque les VTC ont commencé à se dégrader à cause des plateformes qui avaient besoin de plus en plus de chair à canon et de volume, puisque leur objectif final c'est d'avoir le maximum de données, un maximum de chauffeurs, vu que les partenariats, les conditions de partenariat entre nous et les plateformes sont totalement inégales, c'est une relation, on va dire, verticale. Les ordres viennent d'en haut et puis nous, chauffeurs, on applique. Lorsqu'il y a une appel d'offres de la SNCF ou autre, ils se chamaillent entre eux, patrons d'application. Et puis les tarifs chutent, et puis nous, on applique et on se tait. Donc l'objectif principal de la création de ce syndicat, c'est de dire, voilà, nous sommes des partenaires, nous devons décider ensemble. Le responsable, nous sommes chargés par ces plateformes, notamment Uber, chauffeurs privés, Le Cab, etc., pénalement, fiscalement et juridiquement, du client et de la facture. Tout est facturé en notre nom. On est responsable de tout, mais on décide d'absolument rien du tout. Alors, Cyril Pellevat, peut-être une réaction, et notamment sur le rôle du Sénat, je le disais, qui a tenté un petit peu de simplifier la version issue du vote des députés, et on voit ça ne fait pas faiblir la mobilisation dans la rue. Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau du Sénat, on s'est retrouvé avec un texte qui a été débattu à l'Assemblée nationale dans la dernière semaine du mois de juillet. Donc c'est un texte qui a été bien évidemment fait pour répondre à la colère des taxis qui avait eu lieu donc au mois de janvier, qui a été donc aussi par rapport au Premier ministre. Et nous, finalement, au Sénat, on a reçu, le rapporteur a fait un très bon travail, et on a tous été sollicités au niveau de la commission pour recevoir les divers interlocuteurs. Donc effectivement, on avait plutôt des syndicats de VTC qui étaient favorables à la loi, des syndicats de VTC qui étaient plutôt contre la loi, donc ce qu'on appelle communément les lotis, et puis également les taxis. Donc on s'aperçoit finalement qu'on prend le problème par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des besoins, et que ce soit pour les taxis, les VTC, les plateformes, donc il y a tout ce qu'il faut, il y a un marché qui est présent. Par contre, aujourd'hui, la loi vise à réglementer
limiter et à mettre des impératifs. Alors que finalement, ce qu'on veut, et quand on discute avec l'ensemble des interlocuteurs, c'est pénaliser les abus et également trouver des solutions pour les taxis par rapport à leur licence. Et je pense que là, on a fait un travail dans la précipitation, mais on n'a pas regardé vraiment les racines peut-être du mal-être que peuvent avoir les VTC qui ne passent pas par les plateformes et également les taxis. Séverine Bourlier, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la grogne des VTC et puis les inquiétudes aussi des plateformes de réservation? Alors, de ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est amusant, c'est parce qu'on a l'impression que cette loi est sortie dans l'urgence. Pour autant, depuis le début de l'année, on travaille dans des groupes de travail et les professionnels taxis et les professionnels VTC, mais également les groupes de travail LOTI, travaillent sur différents sujets qui ont été mis dans cette loi, notamment la régulation des plateformes, parce que c'est le problème. Depuis 2014, la loi Thévenoud a essayé d'apporter quelque chose, mais le seul problème que nous avons rencontré au jour d'aujourd'hui, c'est que les plateformes n'étant pas régulées et n'étant pas contrôlées, se sont permis de détourner la réglementation en vigueur pour injecter dans le transport particulier de personnes des personnes qui n'avaient pas les compétences pour le faire. Donc les chauffeurs LOTI aujourd'hui ne sont pas habilités, notamment pour la sécurité des consommateurs, à transporter des personnes à titre individuel. Ils peuvent transporter des personnes en groupe, mais ils n'ont pas de cadre professionnel et pas de contrôle pour leur permettre de transporter des personnes à titre individuel. On a vu aussi tous les dérives Uber, Pop, Hitch, etc., où on a carrément des particuliers qui se sont autoproclamés conducteurs, mais grâce à ces plateformes, les gens ne se seraient pas mis conducteurs de transport de personnes s'il n'y avait pas eu des plateformes qui leur auraient permis de le faire. Donc c'est ça le problème. Et aujourd'hui, et depuis le mois de mars, nous travaillons dans des groupes de travail avec les VTC, avec les LOTI, pour demander à ce qu'il y ait une régulation qui soit faite, non pas des chauffeurs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la régulation des chauffeurs est faite, mais de la part des plateformes qui aujourd'hui se permettent de faire n'importe quoi. Ouais. Alors, est-ce que les plateformes font n'importe quoi? Est-ce qu'elles sont quand même l'impression qu'elles... Madame vient de critiquer son voisin, puisqu'elle vient de dire que les chauffeurs lotis sont pas bons. Moi, je sais que M. Baroun est un excellent chauffeur, puisqu'il travaille avec nous. Et donc, je ne crois pas que les lotis soient moins bons que les VTC, c'est le premier point. En tout cas, nous, on ne le constate pas. Voilà. Hein, cela dit, c'est pas... je crois que... C'est cette question de la formation, parce que c'est quand même assez essentiel dans ce texte. Vous y êtes favorable ou est-ce que c'est trop compliqué? Alors, on est tout à fait d'accord pour qu'il y ait des conditions d'examen qui existent pour les chauffeurs VTC. Il en existe aujourd'hui, il faut le rappeler. C'est justement consécutif à cette loi Thévenoud. Ça existe depuis quand? Eh bien, ça existe depuis le mois de mars, avril de cette année. Donc, on aura eu exactement 5 ou 6 mois d'application de l'examen en cours, qui est considéré déjà comme très difficile, avant qu'on mette en place un nouveau système. Qu'est-ce qui se place avec ce nouveau système? Donc on a un examen aujourd'hui où, grosso modo, pour faire simple, 50% des gens qui veulent devenir chauffeurs le ratent. On pourrait penser que c'est quand même relativement sélectif. 50% qui le ratent. Il s'agit de devenir chauffeur. Il ne s'agit pas de devenir médecin. Hein, il s'agit de devenir chauffeur. Donc 50% le ratent. On estime que ce n'est pas suffisant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on augmente la complexité de l'épreuve théorique en rajoutant des thèmes, en rajoutant des questions rédactionnelles destinées à une population qui est une population de chômeurs qui ne sont pas des experts du passage de concours ou d'épreuves littéraires. On rajoute le repassage du permis de conduire. Et, et comment on appelle ça? Tout est fait pour qu'ils n'aient pas leur formation, leur diplôme, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est tout à fait mon message, si le temps est limité. Saya Baroun, vous êtes d'accord pour justement avoir des formations supplémentaires? Est-ce que vous pensez que c'est inaccessible pour les chauffeurs, les VTC que vous représentez? Alors, il faut bien rappeler le contexte. Un patron de plateforme a besoin d'avoir des ignorants qui débarquent dans sa plateforme, qui travaillent pour faire un Paris-Roissy 36 € et se rendent compte au bout de 6 mois, 1 an, qu'ils travaillent à perte. Parce qu'en face, on vend du rêve. C'est la ruée vers l'or et ce sont les vendeurs de pioches. Chez nous, au niveau de notre organisation, quand on a régulièrement « Bonjour, comment je fais pour déclarer ma TVA ?» On se demande « Mais d'où ils sortent ces gens-là » Être formé avec des formations 110 questions QCM, même si monsieur explique que c'est un petit peu difficile, nous, ça ne nous arrange pas. On souhaiterait former les collègues, les futurs collègues, une formation sérieuse. Aujourd'hui, pour sécuriser cette formation, nous avons acheté personnellement les examens du mois de juillet. On les a achetés 500 € parce qu'il y a énormément de fraude pour acheter les examens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé nous-mêmes à confier ça à une chambre, soit peut-être la chambre des métiers, soit la chambre de commerce, etc., afin de sécuriser. Prévu dans le texte. Hier soir encore, on m'a proposé sur un de nos réseaux fermés, hey, les gars, il y a des formations VTC, enfin achat de cartes VTC, 1700 €.
Ajoutons à cela qu'il y a beaucoup de jeunes mal formés qui ne connaissent même pas leur rentabilité. Quand ils viennent sur des émissions télé en disant je suis resté connecté sur des plateformes pendant 13 heures et j'ai fait 140 €, je crois que j'ai fait 70 € de bénéfices. C'est totalement faux. Le gars travaille pour 3 ou 4 €. Et comment expliquer à ces futurs chauffeurs? Je pense qu'une bonne formation... Ils sont bêtes, tous ces chauffeurs, c'est vraiment incroyable. Ils ne comprennent rien. Grâce à cet examen remarquable, ils vont devenir... On filtrera un peu mieux. Qu'ils puissent apprendre leur seuil de rentabilité, qu'ils puissent passer à la première journée, ils regardent leur journée et ils se disent « je ne suis pas rentable ». Donc il y a des milliers de personnes, votre hypothèse, c'est qu'il y a des milliers de personnes dans ces banlieues qui feraient mieux de rester au chômage d'abord, et puis qui sont quand même pas très intelligents parce qu'ils veulent devenir chauffeurs, alors que leurs camarades leur disent « tu sais, si tu deviens chauffeur, tu vas gagner 4 € de l'heure ». Ils sont très bêtes ces gens-là. Comment ils arrivent chez nous ? Alors peut-être la réponse de Saya Baroun, puisque vous êtes directement interpellé. Ensuite, on fera réagir les autres invités sur ce plateau. Beaucoup de jeunes se lancent effectivement dans le métier du VTC. Vous verrez par vous-même que c'est en train de changer. La vapeur est en train de changer. Il y a quelques temps, on disait « devenez VTC, vous deviendrez millionnaire, etc. etc. » Aujourd'hui, ça change. La plupart des jeunes savent pertinemment que VTC, c'est devenu précaire, malheureusement. À cause de qui? On verra bien. Maintenant, former des gens plus sérieusement pour qu'ils connaissent leur rentabilité, je vois rien d'assassin là-dedans. Séverine Bourlier, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre, qui me paraît très caricatural. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de dire que de créer un examen, notamment un tronc commun taxi-VTC, ça va obliger les VTC à apprendre quelque chose de supérieur, alors que les taxis passent cet examen depuis 2009. La seule chose qui est prévue dans ces fameux examens taxi, c'est un premier module sur la réglementation sur le transport, un deuxième sur l'initiation à la gestion d'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'un VTC à la base est censé devenir un entrepreneur, donc il faut quand même qu'il sache ce que c'est d'être un entrepreneur. Ce ne sont pas des salariés déguisés, hein. On est en train de faire justement tout le procès de certaines plateformes qui amènent des personnes à s'immatriculer pour faire du salariat déguisé. Ce sont des chefs d'entreprise avant tout. Ils sont censés gérer une entreprise, gérer des charges sociales, fiscales. Donc c'est un minima pour eux d'apprendre ce que c'est la gestion. L'autre partie, soi-disant, d'apprendre le taxe... La solution, c'est de ne pas leur donner la chance Ne nous coupez pas la parole, ne vous coupez pas la parole. Maintenant, quand on demande à une personne de faire une pratique, dans la fameuse pratique, de faire une course, c'est-à-dire de prendre en charge un passager, de le transporter, de s'arrêter quelque part et d'avoir un minima, pour un VTC de savoir faire un devis, une facture, et pour un chauffeur de taxi de savoir utiliser les équipements, c'est pas repasser le permis, c'est simplement connaître son métier. C'est tout. Je vois pas où est le problème. À double pédale. Hein. Ouais. Vous imaginez un peu la situation. On va donner la parole à Cyril Pellevat. C'est un peu exagéré ça? Il faudra vraiment que les chauffeurs viennent eux-mêmes se présenter le jour de la formation du diplôme avec une voiture à double pédale? En tout cas, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on peut regretter, c'est effectivement, on est aujourd'hui... de souplesse de la part du gouvernement? Oui, mais alors aujourd'hui, on a quand même un petit souci, notamment avec le gouvernement, c'est qu'on est en train d'étudier le texte de loi, donc qui va passer tout à l'heure en hémicycle. Et quand on regarde justement le point 6 par rapport à la suppression des CMA tel qu'il a été acté donc dans la... au niveau de la commission, ce qui est logique, je veux dire, que les examens passent par voie réglementaire, je veux dire, c'est pas aberrant. Mais on s'aperçoit déjà que les préfectures... de métier de l'artisanat. Ouais, mais déjà, les préfectures de région ont déjà communiqué, aux divers acteurs que les examens seront transférés, quoi qu'il arrive, au 1er janvier en se foutant du travail parlementaire, et ils ont déjà donné les indices. Donc on sait très bien il y aura peut-être une flexibilité sur la date, ça a été décidé en commission, ce sera peut-être à la promulgation de la loi Non. Alors là on parlait du statut du loti, mais par contre les examens, c'est bien au 1er janvier 2017, et ça a été annoncé, donc j'ai les écrits, j'ai tout, donc avec également la convention. Et ce qu'on s'aperçoit dans la réunion de présentation qui a été faite au niveau de la préfecture de Lyon, c'est que l'examen qui coûtait 90 € va coûter entre 150 et 200, et qu'effectivement ça sera à la charge des VTC d'amener la voiture double pédale. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir louer. Donc finalement on met des embâcles au passage à l'examen. Alors après, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat plateforme, etc. Moi, ce qui m'intéresse en tant que parlementaire, c'est qu'on voit qu'il y a une source d'emploi et qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans le chômage, qu'on peut les remettre dans le travail, etc. Et le texte de loi tel qu'il est fait aujourd'hui, malheureusement, ne répond pas à des critères importants que sont l'emploi. Ouais, vous entendez ça, c'est l'argument. Les gens sont au chômage, il faut les mettre dans des boulots à 3,75 € de l'heure. C'est génial. Je répète, ils n'ont pas compris qu'ils vont gagner. Vous croyez vraiment qu'ils gagnent 375 €? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi craignez-vous de fournir les données? On le demande nous-mêmes. Les données relatives aux chauffeurs et non pas aux clients. On ne parle pas des clients. On n'est pas là pour faire du Big Brother, comme l'expliquait le sénateur. On parle des chauffeurs. Aujourd'hui, les chauffeurs viennent, disent on est pauvres. Les plateformes disent non, ils sont très riches, tout va bien.
Eh bien alors donnons les éléments. Donnons à l'État ces éléments, installons-nous dans cet article supprimé avec les taxis, les VTC, les lotis, les usagers, faisons un constat avec ces chiffres-là et regardons s'il n'y a pas du dumping social ensuite, en disant oui mais c'est pas grave, après tout ils viennent de la banlieue. Cyril Pellevat, sur cet article 2 qui a été supprimé en commission, qui est réintroduit par voie gouvernementale, c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a supprimé au niveau de la commission, parce que quand on a posé la question au gouvernement, êtes-vous prêt à absorber les données? On nous a dit non, c'est pas possible. Et en plus, il y avait dans ce texte une possibilité d'avoir une question prioritaire de constitutionnalité. Donc on a préféré l'enlever et on a attendu jusqu'à aujourd'hui l'amendement du gouvernement pour qu'on puisse redonner des informations qui respectent les lois fondamentales et notamment la CNIL. Donc là, l'amendement a été rétabli et on est d'accord de le co-signer. Voilà, point. Moi, je veux dire, ce n'était pas une demande que l'article 2 n'existe pas. Hein. Mais nous, en tant que parlementaires, on doit quand même se saisir de ça et respecter les libertés. Mais par contre, on n'est pas contre le transfert de données. Deuxième chose, vous parlez par rapport au chômage. Je vous dis pas 3 euros, etc. Je vous dis aujourd'hui, on a un emploi. Après, que ça soit par rapport à l'indemnisation, je veux dire, ça sera dans un autre texte. C'est pas dans ce texte-là. Nous, ce qu'on veut, c'est favoriser l'emploi pour des jeunes. De quelle indemnisation vous parlez? Non, mais par rapport à la prestation sur des VTC. Vous dites 3 euros, 4 euros, 7 euros, enfin peu importe. Nous, ce qu'on veut, en tout cas au niveau des parlementaires, c'est qu'on puisse avoir une source d'emploi qui puisse se faire. Alors après, le tarif... La question qu'on pose, c'est source d'emploi à 4 euros de l'heure, comment on fait? Mais c'est juste... Séverine Bourlier, je voudrais aussi, si vous entendre, est-ce qu'on peut avoir un compromis qui sorte du Sénat? Quelle serait, selon vous, une version qui pourrait satisfaire un peu tous les acteurs de ce secteur? On voit bien, c'est difficile. Par rapport à quel sujet? Parce que là, il y a quand même plusieurs sujets dans la loi. Il y a le sujet de l'examen. Il faut bien comprendre, encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce fameux examen sur lequel nous travaillons depuis le mois de mars, il n'est pas sorti hier du chapeau du député Grand-Guillaume. C'est quelque chose dont on parle depuis le mois de mars. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel et les taxis, les VTC ont travaillé pour imaginer un tronc commun, le fameux tronc commun sur la réglementation et la gestion. Ensuite, quelles étaient les matières qui étaient spécifiques à chacun. C'est quelque chose qu'on porte depuis plusieurs mois. Donc c'est vrai que maintenant que le ministère du Transport commence à en parler dans le cadre des préfectures, commence à en parler dans les chambres de métiers, c'est parce qu'en amont, nous avons fait un travail que nous avons clos au 30 juin. Et il est simplement porté dans cette loi. Donc ce n'est pas étonnant pour nous qu'aujourd'hui le ministère des Transports continue sur les groupes de travail que nous avons initiés il y a plusieurs mois. Si la loi a été adoptée dans la version qui est sortie de la commission au Sénat, vous dites ça ferait à peu près 10 000 emplois menacés, les plateformes aussi. C'est l'ordre de grandeur. Oui. Aujourd'hui, vous avez un besoin, on va dire net, de 10 000 nouveaux chauffeurs tous les ans. Ce sont 10 000 personnes qui viennent souvent de quartiers défavorisés, donc qui peuvent trouver un emploi de cette façon-là, qui vont gagner raisonnablement leur vie. Les chiffres qui sont avancés ici sont évidemment entièrement faux. Ce que va faire la loi, c'est de leur rendre l'accès à cette profession difficile, mais pas pour de bonnes raisons. Qui a un examen? Il y en a un aujourd'hui. Ça va leur rendre l'accès à cette profession difficile de manière artificielle, de façon à satisfaire l'exigence des gens qui veulent qu'il n'y en ait pas trop. Donc les gens qui ne veuillent pas qu'il y en ait 10 000 qui arrivent. C'est ça la situation. Cela signifie que les taxis aujourd'hui sont bac plus 4. Vous donnez l'impression que, parce que là, en fait, on fait simplement une mise en conformité des examens qui existent déjà pour les taxis. Aujourd'hui, on a des taxis qui arrivent dans la profession. Il y a aujourd'hui 50% des gens qui, dans l'examen existant, il y a un examen aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y en a pas. Eh bien, vous peut-être arrêter de faire l'examen VTC, les mettre dans un examen qui soit conforme à celui des taxis. Il y a 50% des gens qui le ratent aujourd'hui. Vous voulez quoi? 80, 90%? Vous voulez qu'est-ce que vous voulez? L'examen taxi n'est pas raté par 90% des personnes. Arrêtez. Vous voulez que 15 000 personnes soient obligées de passer leur permis de conduire? Parce que c'est à peu près ça dans une année où 15 000 ou 20 000, ça, c'est votre fantasme. J'ai bien compris que c'est votre fantasme. C'est pas le fantasme. Si, c'est un fantasme. Parce qu'aujourd'hui, on est simplement en train de dire qu'à un moment donné, il y a un examen qui a été fait pour les taxis. Et les syndicats de VTC, en début d'année, ont demandé à avoir quelque chose qui soit homogène à celui des taxis. Je suis désolé, vous ne représentez pas ça. Il y a des syndicats de VTC. Des syndicats de VTC. Qui souhaitent ça. Oui. Et qui souhaitent ça pourquoi? Pour les mêmes raisons que les taxis voulaient un numerus clausus. Ils ne veulent pas trop de chauffeurs. Pour les mêmes raisons que vous en voulez pas trop. Évidemment. L'épreuve pratique, c'est bien une épreuve qui va se passer avec un examinateur dans une voiture à double pédale, où il va falloir conduire pendant 40 minutes. C'est pas quelque chose qui ressemble au permis de conduire? Je rêve quand je dis ça? Oui, un petit peu. On arrive bientôt au terme de ce débat. Peut-être une réaction avec vous, Salia Baroun, puisqu'au Royaume-Uni, Uber a été condamné à considérer les chauffeurs comme des salariés. C'est pourrait faire jurisprudence, même si l'entreprise va faire appel de ce jugement. Est-ce que c'est quelque chose, un statut enviable selon vous? Est-ce que vous souhaiteriez que la même chose se passe en France? Priorité d'abord à l'indépendance. Si le dialogue n'est pas possible avec ces plateformes qui ne reçoivent aucun chauffeur,
elle décide de tout et il n'y a pas réellement de partenariat. Si on n'aboutit pas avec cette loi d'apaisement, qui va commencer juste simplement à poser les chiffres entre nous et eux, et essayer de commencer à en discuter et apprécier les chiffres. Aucun chauffeur sauf vous. Si effectivement il n'y a pas de possibilité d'apaisement avec eux, probablement que nous irons vers le chemin de la requalification contrat de travail. Mais de préférence, si on pouvait rester indépendant et avoir une relation d'égal à égal, où on dialogue, où on discute de nos problèmes et ce n'est pas à vous de décider toujours à la place des chauffeurs, bon, peut-être que ça ira vraiment encore plus au conflit plus tard. Eh bien, merci tous les quatre d'être venus témoigner sur ce plateau. La discussion générale a d'ailleurs commencé dans l'hémicycle et je vous propose d'écouter ce qu'en dit Alain Vidalis, le secrétaire d'État en charge des transports. Je ne saurais débuter mon intervention sans rappeler le contexte de cette proposition de loi du député Laurent Grandguillaume, issu des mouvements sociaux des chauffeurs taxis comme des VTC au début de l'année 2016. Cette proposition de loi est le résultat d'un remarquable travail de médiation, de concertation du député qui a permis d'apaiser une situation explosive. Et, contrairement aux allégations de certains des acteurs qui trouvent, hélas, un certain écho, cette proposition rencontre une approbation très majoritaire des organisations syndicales et professionnelles des taxis et des VTC. Le secteur du transport public particulier de personnes connaît depuis plusieurs années un développement heurté, marqué par l'apparition de nouveaux acteurs. Certes, des services innovants pour les usagers ont émergé, mais la principale réalité de ce secteur est bien celle de sa déstabilisation et de la paupérisation de l'ensemble des professions historiques qui la composent et la réalité de milliers d'emplois créés qui sont trop vite marqués du sceau de la précarité. Je veux d'ailleurs tout d'abord faire une mise au point sur les enjeux de cette proposition de loi. Il s'agit bien d'un texte d'équilibre qui vise que chacun puisse travailler dans ce secteur avec un rythme de travail et un salaire décent. Je souhaite rappeler que ça n'est pas un problème franco-français, mais que partout dans le monde, l'émergence de ce nouveau modèle, qui n'est en réalité bien souvent que le retour à un ancien monde, se heurte à des conflits sociaux et à la nécessité d'une intervention des États pour parvenir à une régulation juridique. C'est vrai en Grande-Bretagne, où un tribunal vient de reconnaître la qualité de salarié à ces chauffeurs soi-disant travailleurs indépendants. C'est vrai aux États-Unis, où un juge vient de refuser d'homologuer une transaction indemnitaire au profit de ces chauffeurs en retenant que la Il est 17h30, toujours en direct.